parle donc élection en Israël, le scrutin du 17 mars. On va en parler ce soir avec nos deux analystes politiques qui sont réunis en plateau. Je ne sais pas qui on a entendu là, mais c'était pas vous, Daniel Haïk, bonsoir. Bonsoir. Ni vous, Dror Even Sapir, bonsoir également. Alors, plusieurs sujets qu'on va évoquer ce soir. On va revenir d'abord sur l'actualité du jour. C'était la décision attendue finalement de la Cour suprême qui a décidé que les deux candidats empêchés de se présenter par la commission électorale, à savoir Baruch Marzel et Hanin Zouabi, pourront finalement se présenter. Ça change quelque chose ou pas? Première remarque, ce n'est pas une surprise. On s'attendait à ce que la Cour suprême casse la décision de la commission électorale centrale et autorise ces deux candidats à se présenter. Deuxième remarque, ça repose à nouveau. Pourquoi d'ailleurs c'était si attendu? Parce qu'il y a eu des précédents, tout simplement. Parce que la dernière fois, il y a 2 ans, je pense que, si mes souvenirs sont bons, Zouabi avait été invalidé par la commission électorale centrale et la décision avait été cassée par la Cour suprême. Et puis parce que la Cour suprême prend un malin plaisir à casser une décision d'une commission électorale centrale qui, de prime abord, est tout à fait neutre, mais qui en fait est composée d'éléments politiques. Ce sont des éléments politiques. On l'a vu la semaine dernière lors du vote. D'un côté, c'est-à-dire ce sont des représentants de chacun des partis qui forment cette commission électorale. Et donc, quelque part, la Haute Cour de justice vient dire... La Cour suprême vient dire, attention, là, il faut être au-dessus de la mêlée politique, et il faut que nous jugions uniquement par rapport au droit, par rapport à la liberté d'expression, et ça va très loin dans la définition de la Cour suprême. C'est une vraie question, parce qu'il y a eu dans l'histoire politique d'Israël des cas où non seulement des personnalités, mais des partis politiques ont été interdits. C'était le cas d'un mouvement nationaliste arabe dans les années 60, si mes souvenirs sont bons. C'était le cas aussi du mouvement d'extrême droite CAR, d'où est issu précisément Baruch Marzel, le mouvement CAR dirigé par le rabbin Meir Kahana qui a été assassiné aux États-Unis. Kahana s'est fait élire à la Knesset au début des années 80, en 84. Et il a été invalidé en 88. Et ensuite, il a été invalidé par la Cour suprême. Là, on a Baruch Marzel qui, tout à fait ouvertement, se dit l'un des héritiers idéologiques du rabbin Kahana, mais qui est autorisé par la Cour suprême à se présenter. Et puis, on a une Hanin Zouabi dont on connaît les prises de position extrémistes, dont on connaît également les actes extrémistes. On se rappelle qu'elle a participé à cette fameuse flottille pour Gaza, affrétée par un mouvement islamiste turc et qui tentait de forcer le blocus maritime imposé par Israël à la bande de Gaza. Donc 2 personnalités qui occupent les 2 extrêmes de l'échiquier politique israélien. Et la Cour suprême nous dit une fois de plus, on peut permettre à ce genre d'extrémistes de siéger au Parlement israélien. C'est une vraie question que se pose la démocratie israélienne. Et encore une fois de plus, la Cour suprême a donné la réponse que l'on sait. Ouais, ça ne change pas grand-chose sur le jeu électoral, puisque finalement... Non, il aurait été intéressant de savoir si la Cour suprême fait une distinction entre les propos de Hanin Zouabi et ceux de Baruch Marzel. Elle n'a pas voulu rentrer dans ce débat qui risquait, c'était un champ miné, mais elle prouve d'une certaine manière que véritablement pour elle, dans un État comme l'État d'Israël, dans une démocratie comme l'État d'Israël, la liberté d'expression est quasiment absolue. La liberté d'expression, il y a la liberté d'être élu, la liberté de pouvoir siéger au Parlement. Alors, autre évidemment sujet qui continue de faire parler, c'est ce fameux rapport du contrôleur d'État sur les dépenses du couple Netanyahou. On en a parlé hier, mais aujourd'hui, il était intéressant de voir comment réagit l'ensemble de la classe politique. Si elle réagit d'ailleurs, vous allez nous le dire dans un instant. Déjà, on va voir comment réagissent les Israéliens de la rue, comme on peut dire, puisqu'on en a rencontré certains dans les rues de Tel Aviv. Et voici quelques commentaires. Je ne sais pas trop, parce que c'est un très bon politicien. Tout ce qui lui arrive, il sait le retourner en sa faveur. Mais si c'est quelque chose qui est voué à lui nuire, il a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Je pense que beaucoup de personnes espèrent un changement avec ces prochaines élections. Donc tout ce qui est négatif aura un impact beaucoup plus important qu'en temps normal. C'est une vie complètement différente. Ils dépensent comme s'ils s'en fichaient. Ils ne donnent pas l'exemple. À mon avis, les gens en ont marre de ça. Ça commence à suffire, toutes ces histoires. Tout le temps, avant les élections, on cherche à faire chuter les politiques. On verra ce qu'il va se passer. Tous les politiques sont pareils. Ils agissent tous selon leurs propres intérêts et selon les intérêts des hommes d'affaires à qui ils doivent leur carrière. C'est pourquoi je pense que cela ne changera rien. Voilà donc quelques réactions, évidemment, ça n'a pas valeur de sondage. Ça porte préjudice ou pas
D'après les sondages, semble-t-il non. Hein. Non, on l'a déjà vu. On peut dire que plus on oppresse, si vous voulez, Binyamin Netanyahou, plus il se renforce. Hein. C'est une paraphrase d'un texte de la Bible. Plus Binyamin Netanyahou est affecté, est touché, et on le cible, plus il se renforce. Et dans les sondages, on le voit. Il y a une très petite partie de l'opinion publique qui modifie son vote à la suite de ce genre de révélation. Et je crois que quelque part, on a tellement attaqué Binyamin Netanyahou depuis 20 ans, depuis 1996, qu'il est lors de son premier mandat, que finalement, aujourd'hui, ces attaques, c'est comme si c'était des pétards mouillés qui n'avaient aucun effet sur l'opinion publique. C'est tellement réchauffé, rabâché, que les gens se disent encore, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Ils n'arrivent peut-être même plus à faire la différence, même si le contrôleur de l'État est un homme totalement intègre, sa structure est totalement capable de déterminer s'il y a des violations ou pas, eh bien, il n'écoute pas. Une partie importante de la population, en tout cas, n'écoute pas. Et on a vu, j'ai entendu un sondage ce matin qui prouvait qu'en fait, il y avait moitié de gens qui disaient que c'était vrai, moitié de gens qui disaient que c'était faux, mais ce sont les séparations, les clivages politiques, rien de plus, rien de nouveau. Donc, quelque part, ça ne prend pas. Et Binyamin Netanyahou, on le verra, ne devrait pas être particulièrement affecté par les sondages, par les effets, les contre-coups de ces révélations. Alors, le premier sondage en termes de mandat paru depuis la publication du rapport du contrôleur de l'État, on doit à nos confrères de la chaîne de télévision numéro 10, et dans ce sondage, eh bien, le Likoud baisse, mais d'un siège seulement. Il passe de 23 à 22 mandats. Donc, étant donné les marges d'erreur, c'est quasiment insignifiant. Mais tout de même, je serais moins catégorique que Daniel quant au constat sur le manque d'effet sur la campagne électorale et sur l'image publique de Netanyahou. Ce qui est sûr, c'est que dans l'électorat ancré à droite, dans l'électorat de la droite, je dirais pas radicale, mais de la droite profonde, parmi les gens qui jamais ne pourraient envisager voter ni pour la gauche, ni même pour le centre, eh bien non seulement cela ne change rien, effectivement, et ça aurait même, effectivement, plutôt tendance à resserrer les rangs autour de Binyamin Netanyahou et du Likoud, d'ailleurs, aux dépens d'autres formations de droite. On l'a constaté dans un passé très récent avec l'affaire des bouteilles consignées. Maintenant, chez les électeurs israéliens qui hésitent, qui se trouvent quelque part entre la gauche et la droite, qui peuvent être sensibles à certains arguments des uns et à d'autres arguments des autres, qui n'ont pas, et ils sont nombreux, hein, il y a environ 20% de l'électorat qui n'a pas, ce qui est vraiment considérable, et donc on peut s'attendre à des surprises le jour du scrutin, 20% de l'électorat qui n'a pas encore fait son choix. Alors, dans cette partie d'électorat-là, on peut peut-être imaginer que ce genre de rapport ait un effet sur l'image de marque de Binyamin Netanyahou, sur la disponibilité de ces gens-là à accorder leur confiance à Binyamin Netanyahou et au Likoud. Sans doute pas un effet décisif, mais comme tout se joue dans un mouchoir de poche entre le Likoud et son principal adversaire, l'Union sioniste dirigée par Yitzhak Herzog et Tzipi Livni, ça peut peut-être avoir une influence. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, les dirigeants de l'Union sioniste, les dirigeants de la gauche ou du centre-gauche, eh bien, ne donnent pas sont très prudents dans leur gestion de ce dossier. Et on a l'impression qu'ils considèrent que c'est un dossier très sensible et qui, paradoxalement, ne peut pas véritablement jouer en leur faveur, en tout cas en termes électoraux. Et puis, il y a aussi un point à rajouter, c'est que j'entendais le témoignage de l'un des intendants de la résidence du Premier ministre, un ancien intendant qui disait « Il faut reconnaître une chose, c'est Madame Netanyahou qui dirige la gestion en fait des finances de cette résidence. Binyamin Netanyahou n'est pas du tout au courant. C'est-à-dire Binyamin Netanyahou, ils l'ont reconnu, en tout cas l'ancien intendant l'a reconnu. Binyamin Netanyahou consacre tout son temps aux affaires de l'État et donc il n'est pas, si l'on croit que Binyamin Netanyahou s'occupe d'un médicament, de l'achat d'un médicament ou de qui a payé cette facture ou cette facture, on se trompe. C'est vrai que peut-être au niveau de son épouse, c'est possible, mais pas à son niveau personnel. Binyamin Netanyahou l'a reconnu l'un des intendants et consacre l'essentiel de son temps, tout son temps, même du matin jusqu'au soir, jusqu'en pleine nuit, a-t-il dit, aux affaires de l'État. Et ça, finalement, ça peut même se retourner en sa faveur. Si personne, justement, ne se sert de ce rapport dans la classe politique aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce que toute la classe politique aussi pourrait peut-être se retrouver
dans cette situation où il n'y a pas vraiment de chevalier blanc qui... On vit une époque tout à fait différente de celle des pionniers, de celle des fondateurs de l'État. On a parlé à de très nombreuses reprises à l'occasion de cette affaire, de la légendaire modestie d'anciens dirigeants israéliens, David Ben Gurion, Menachem Begin, Yitzhak Rabin, Yitzhak Shamir même. Shimon Peres, lorsqu'il était Premier ministre, lui non plus ne menait pas un... Shimon Peres, il faut préciser qu'il y a un rapport concernant... Oui, mais alors le rapport, justement, c'est l'un des thèmes... La présidence de l'État. L'un des thèmes les plus fréquents dans la bouche des militants du Likoud, en tout cas des responsables du Likoud qui ont volé au secours de Benyamin Netanyahou dans les médias ces derniers jours, c'était regardez, les dépenses de la résidence présidentielle sont également très importantes. Oui, mais ils ont oublié quelque chose, c'est que la résidence présidentielle en Israël, c'est aussi la présidence de l'État, les fonctionnaires qui travaillent pour la présidence de l'État, les dépenses, les salaires de ces fonctionnaires sont inclus dans la dépense de la résidence présidentielle. Or, le rapport du contrôleur de l'État qui concernait les dépenses du couple Netanyahou concernait les dépenses donc de la résidence ou des résidences de Benyamin Netanyahou et de sa femme. Donc les choses sont véritablement bien distinctes. Mais effectivement, on vit une autre époque. Benyamin Netanyahou et ses prédécesseurs, Ehud Olmert et Ehud Barak, Ariel Sharon, dans une certaine mesure également, eh bien, tous ont mené un train de vie qu'on pourrait qualifier effectivement de fastueux. Peut-être Benyamin Netanyahou davantage que ses prédécesseurs immédiats. En tout cas, effectivement, on est passé, on peut le regretter, dans une autre époque avec d'autres mœurs politiques. Et aujourd'hui, peut-être qu'il est davantage accepté que par le passé, que les Israéliens acceptent davantage que par le passé de voir leurs dirigeants mener un train de vie fastueux. C'est intéressant, même au niveau historique, de voir le changement. Il se produit, on va dire, plus ou moins aux alentours du processus d'Oslo, à partir du moment où la société israélienne a peut-être le sentiment, en tout cas l'espoir, de rentrer dans une forme de normalité, que l'on va vers un accord de paix, que l'État d'Israël va être un État normal, avec une gestion normale des affaires et pas un budget de la défense hyper astreignant qui plombe, enfin on va dire tout le budget de l'État. Eh bien on voit qu'il y a une différence. On peut citer effectivement, comme l'a dit Dror, 4 premiers ministres qui étaient avant le processus d'Oslo, c'est-à-dire David Ben Gurion, Golda Meir, Menachem Begin à droite et Yitzhak Shamir à droite, d'un côté qui ont vécu, on va dire, et qui ont terminé leur jour de manière extrêmement modeste. Lorsqu'on va dans la petite baraque de David Ben Gurion à Sde-Boker, on voit comment il a terminé sa vie. Et tout de suite après Oslo, on a 4 premiers ministres qui sont des hommes riches. Ariel Sharon était un homme très riche. Il avait son ranch était évalué à 11 millions de dollars à l'époque où il l'occupait, donc lorsqu'il était Premier ministre. Et Ehud Olmert, on le sait, il a pu acheter plusieurs maisons très, très luxueuses. Ehud Barak aussi, on l'a vu. Donc, c'est-à-dire, il y a un changement dans la perception même du leadership. Et je crois que c'est pas exclusif à Israël. Je crois qu'en Europe en particulier aussi, il y a des leaders comme Nicolas Sarkozy. Il y a des gens qui ont fait fortune à travers la politique, à travers les discours, les conférences qu'ils donnaient ensuite lors de leur traversée du désert. Et ça, c'est quelque part une réalité, même si je lisais ce matin qu'il y a des leaders aujourd'hui, comme par exemple David Cameron, qui est très prudent dans ses dépenses, dans les dépenses de sa famille. Et je parle un président d'un État en Amérique latine dont je me souviens plus l'État, qui se promène qui circule dans sa propre voiture, une coccinelle de 1987. Donc voilà, c'est en Bolivie, voilà. Deux remarques sur ce que vient de dire Daniel. Attribuer ce changement de mœurs politiques aux accords d'Oslo, ça me paraît un peu... J'ai pas Oslo, je dis la perspective d'un changement de mentalité. Il y a eu au début des années 90 effectivement les accords d'Oslo, mais il y a eu au milieu des années 80 la libéralisation de l'économie israélienne. On est passé d'un régime socialiste à un régime capitaliste, semi-socialiste à un régime ultra-capitaliste. Effectivement, tout à fait capitaliste, avec quand même encore des survivances de l'État-providence israélien. Le système de santé, par exemple, le système éducatif sont en principe gratuits et ouverts à tous les citoyens israéliens. Et ça a beaucoup changé. Ce changement de système économique qui a fait qu'effectivement, eh bien, les dirigeants se sont enrichis. Ont reflété, le mode de vie des dirigeants a reflété cette libéralisation de la vie économique israélienne avec ce qui va de pair malheureusement une aggravation des inégalités sociales. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est que
Depuis le mouvement de contestation sociale de l'été 2011, les questions économiques et sociales sont beaucoup plus présentes dans l'esprit des Israéliens et dans l'esprit des électeurs israéliens. Ça devient de plus en plus un thème qui rentre en ligne de compte lorsque les Israéliens font leur choix, choisissent leur bulletin de vote. Et c'était moins le cas, auparavant. Avant ce tournant qui a été le mouvement de contestation sociale de 2011, les Israéliens votaient en fonction des questions sécuritaires et diplomatiques essentiellement, et aussi en fonction des, si vous voulez, des traditions familiales et communautaires. Les questions économiques et sociales maintenant ont pris une place beaucoup plus importante qu'auparavant, peut-être pas prépondérante et cruciale, mais plus importante qu'auparavant. Et donc, dans ce contexte-là, le rapport de contrôleur de l'État, très sévère tout de même sur le train de vie et sur les dépenses somptueuses du couple Netanyahou en matière de frais de bouche, en matière de frais d'entretien et en matière de frais de maquillage, eh bien ça peut compter peut-être. Alors on verra si ça compte. En tout cas, c'est vrai que ça fait parler, et au détriment effectivement des sujets de campagne. Bon, merci à tous les deux, merci Dror Even Sapir, merci Daniel Haïk. Dans un instant, un témoignage exclusif à propos de la mort du procureur Nisman en Argentine dans l'affaire de l'attentat contre la mutuelle israélite de 1994, à ne pas manquer.